Mesdames, Messieurs, Richard Douillet. Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on donne des coups de pied, des coups de poing, des coups de tête, ok, super, des coups de pied dans les parties génitales, on fait des dégagements, d'étranglement, mais un peu de sol, etc. Mais en fait, le Krav Maga, c'est de la technique, c'est radical, mais ça n'est pas que ça. En fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est aussi fait pour nous apporter autre chose que simplement faire des combats ou se dégager. Ça nous apporte beaucoup de bienfaits. En tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits, même psychologiques. Et je pense que je suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres pratiquants que moi qui m'ont souvent dit que ça leur avait apporté beaucoup de bonnes choses. Donc le Krav Maga, il nous vient du fondateur Emil Hirtenfeld. Pour ceux qui le savent pas encore, moi je l'ai côtoyé pendant 24 ans. En fait, j'ai fait plus que de le côtoyer. J'ai complètement suivi je l'ai suivi dans sa route, dans son chemin. Et de son chemin, j'en ai fait le mien. Et en fait, donc lorsqu'on voit le Krav Maga de l'extérieur, le Krav Maga, c'est une discipline qui est brutale, sans concession, qui ménage pas notre agresseur forcément, puisque c'est notre agresseur. Mais en fait, dans son esprit, il doit être complètement l'opposé de ça. Et je vais essayer de m'expliquer un petit peu là-dessus. Donc, dans sa première partie, le Krav Maga, c'est dur, c'est brutal. Et dans sa deuxième partie, si on va un petit peu au-delà, c'est exactement l'opposé. Alors, j'ai quelques questions pour vous. J'aimerais bien avoir les sentiments de plusieurs d'entre vous qui participeront donc à ce débat. Selon vous, quel est le meilleur esprit pour aborder un combat? Dans quelle situation mentale on doit se trouver avant d'aborder un combat? Allons-y, les volontaires. Vas-y. Je prends le micro. Bonsoir Richard, Manu du club Nambérieux. Je pense qu'on doit être en mode survie. Ouais. Pour un combat. D'accord. Mode survie. Autre, merci. Autre réflexion. Oui. Déterminé, bien entendu. Oui, très juste. Ouais, ça m'intéresse aussi, s'il te plaît. Lucide, bien sûr. Alors, tu sais, relâcher détendu, ça peut être compris de plusieurs façons différentes. Zen attitude. Ouais, je peux pas te dire que c'est faux. Mais en fait, je vais déjà vous donner la définition du relâchement tel qu'il doit être pour nous, mais pour tous les sports. En fait, le relâchement, c'est la tension juste. On doit avoir une certaine tension musculaire et mentale. Ça doit être ni trop, ni trop peu. Si c'est trop, c'est ce qui nous guette. Hein. Si c'est trop, la plupart du temps, c'est trop. On va être crispé, et on va pas bien respirer. On va perdre de notre lucidité. Si on est crispé physiquement, c'est qu'on est crispé mentalement. Et de toute façon, la crispation physique induira la crispation mentale. Donc, c'est ça le relâchement. Et si on est trop peu tendu, on est vulnérable. Donc, en fait, c'est exactement la bonne tension au bon moment. Et c'est ça. Si en disant que tu es détendu, tu dois être détendu, c'est à ça que tu penses, tu as raison, tout à fait. Moi, j'ai souvent parlé dans les années qui ont passé de la neutralité des émotions. Le truc, c'est que on n'est pas des robots. C'est-à-dire que on va pas se dire, on peut tous se mettre en colère, on peut tous être très énervés après quelque chose. Les grands maîtres, moi, j'y crois pas du tout. Hein. C'est pour ça quand on dit maître, ça va bien pour les asiatiques parce que c'est culturel chez eux. Mais ceci dit, eux aussi pètent un câble. Hein.
ils s'énervent, ils se mettent en colère, etc. Donc en fait, par contre, en revanche, lorsqu'on fait un combat, ce qui est vraiment important, c'est qu'on neutralise nos émotions. Mais neutraliser nos émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'on arrive à les mettre de côté suffisamment pour être complètement neutre, le plus possible. Et c'est de cette manière-là qu'on arrivera à retirer le meilleur de nous-mêmes. Alors, si moi je me dis, juste avant le combat, je me dis je veux gagner. Alors là, j'arrive, je veux gagner. Si je me dis je veux gagner, je suis déjà pas si bien embarqué que ça. Peut-être que je vais gagner, hein. Mais j'espère, parce que peut-être que l'autre en face, il va avoir la même mauvaise façon d'aborder la chose. En fait, si une semaine avant ou une heure avant, on peut se dire je veux gagner, mais au moment du combat, ce qui est vraiment très important, c'est que c'est pas qu'on se dise je veux gagner, c'est qu'on se dise je veux être au meilleur de ce que je suis capable d'être. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que je suis là tout de suite, ici et maintenant. En fait, la vraie bonne façon de faire un combat, c'est de rassembler notre présence. C'est-à-dire que je suis présent complètement. Si je me dis ah, pourvu que je gagne, ou si je me dis ah, pourvu que lui il soit pas en forme, je suis déjà dans le futur. Parce que je suis en état d'espérance, vous comprenez? Et nous, ce qui nous importe, c'est d'être dans le présent. Et être dans le présent, ça nous amène à beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, si, d'après des gens plus savants que moi, on pense, ces gens-là pensent que le passé et le futur, quand on y pense beaucoup, quand on y pense même un peu, c'est le sens. C'est-à-dire que le sens, c'est le passé, c'est le futur. Mais si on veut être heureux dans la vie, c'est maintenant. Vous comprenez? Si par exemple on me dit il y a la guerre en Ukraine, tout augmente, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis déjà pas bien, alors que j'ai rien là. C'est-à-dire que moi je mange à ma faim. On a baissé le chauffage de quelques degrés, mais bon finalement tout va bien. Mais je suis déjà pas bien parce que je pense déjà à ce qui pourrait m'arriver. Je suis angoissé alors que il n'y a rien qui s'est passé encore. Vous comprenez? Si je veux vivre bien, je dois vivre maintenant. Rassembler notre présence, ça nous facilite la concentration. Et la concentration, là je vous repose la question, donc plein de volontaires s'il vous plaît, c'est quoi? Allez-y. C'est l'abstraction de ce qui n'est pas nécessaire à l'instant où on a besoin. Oui, on se rapproche un petit peu de mon idée. Pardon? Oui. Oui. En pleine conscience de l'instant. Oui, très juste. Très juste. Pardon? Voilà, c'est ça, exactement. En fait, la concentration, c'est faire le vide. Réfléchissons, hein, on va réfléchir ensemble. Moi, si je pense quelque chose, je suis avec mon partenaire dans le combat et je me concentre sur sa gauche parce que je sais qu'il a une bonne gauche et c'est sa droite qui sort. J'ai eu une pensée parasite. Je m'attends à sa gauche et c'est sa droite qui vient. En fait, il faut s'attendre à rien, il faut faire le vide. Et c'est le vide qui va nous débarrasser des pensées parasites et qui va nous permettre de mieux voir tout. Ça ne nous empêche pas, hein, peut-être qu'on va perdre le combat parce que l'autre il est pareil, hein, ou peut-être que l'autre sait encore mieux le faire que nous. Mais en tout cas, si on travaille ça, et normalement vous le travaillez tous plus ou moins, des fois on n'en a même pas conscience, mais on arrivera à être comme ça beaucoup moins vulnérable, tout simplement parce que on s'attend à rien et en même temps on s'attend à tout. Il n'y a rien qui nous gêne dans nos... Naturellement, je sais pas, le mental, etc. Hein, si on se dit, putain, il a des points énormes, oh là là, putain, il fait 1m95, 140 kilos. Je me suis dit, moi, je suis pas là quand tu fais 1m95 et 140 kilos. Enfin, vous restez, mais moi, je m'en vais.
Si dans notre vie, c'est-à-dire on a tous, moi maintenant je suis retraité, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans votre travail, dans une structure qui, admettons, vous êtes salarié quelque part, et vous attendez votre promotion. Et c'est une promotion qui doit arriver, mais qui n'arrive pas. Si j'attends trop ma promotion, je vis pas bien. Alors, la promotion, elle est peut-être légitime. Moi, je vais tout faire pour l'avoir, et c'est normal, et c'est très bien. J'estime qu'il est temps maintenant, donc je vais œuvrer pour ça, je vais essayer de voir les personnes. Mais si je ne vis que pour ça, que je suis pas capable de penser à autre chose, je vis toujours dans l'espoir et dans le futur. Et je vis pas, en fait. Et je deviens un peu acariâtre, et autour de moi, dans ma famille, etc., ça se passe pas super parce qu'en fait, je vis pas bien. Donc, vous voyez, en revanche, si la promotion est importante et que j'y pense, mais que je veux ou je suis capable, ou alors j'en dépends pas suffisamment pour ne pas être capable de penser à autre chose, je peux attendre ma promotion et arriver à vivre le moment présent. Et à ce moment-là, je serai plus heureux jusqu'à la promotion, que j'espère vous aurez. Moi, j'en ai plus. En fait, les pensées parasites nous empêchent de nous concentrer. Ça nous empêche de faire le vide. L'intention, c'est la détermination. L'intention, c'est je fais mon mouvement. Si je travaille, je fais un stage de 4 heures, et en plus ça dure 4 jours. Je peux pas être rapide tout le temps, mais par contre, je peux avoir l'intention tout le temps. Donc en fait, si moi je fais un mouvement, je le fais, je le fais simplement, mais je le fais complètement. Je suis complètement dedans. Donc dans ce moment-là, effectivement, je me rassemble. Je suis pas ailleurs. Mais si je dois faire un combat, je vais là, je suis dans le présent, mais je suis concentré sur ce que je fais, c'est-à-dire que je suis complètement dedans et pas ailleurs. Je suis dans ma bulle. Et effectivement, le lien qu'il peut avoir avec la concentration sur un coup qui va venir, c'est me rassembler ma présence. C'est-à-dire que nous, jusque dans nos mouvements, on doit avoir cette sensation de je fais mon mouvement et je le fais bien. Pourquoi ? Parce que si on donne une gauche, dans 10 ans, notre gauche, elle doit être meilleure que maintenant. Et si je fais comme ça, ah ça va, qu'est-ce que t'as fait ? Ah ouais, t'as vu le match et tout. Autant ne pas le faire ce mouvement, autant faire un footing. Donc si je veux le faire, je dois être complètement dedans. Et même à la limite, travailler. Si je travaille 1 heure, mais bouffe comme ça, il vaut mieux que je travaille une demi-heure, mais bien dedans. Voilà, donc l'idée. De toute façon, chaque combat avec chaque partenaire différent sera différent. Ouais, petit gabarit, grand gabarit. Si, tu peux considérer un combat de travail, mais tu peux considérer un combat de travail avec 1m90 ou 1m80 ou 1m60. Mais c'est la même considération, c'est simplement la technique et puis la stratégie qui change voilà, mais c'est pareil. Combat de travail, ça, tu peux par exemple, tu peux travailler avec beaucoup de thèmes différents. Tu travailles que la gauche, par exemple, ou tu travailles en défense, ou tu travailles. En fait, tu travailles tout ce que tu peux. C'est-à-dire que tu travailles, par exemple, beaucoup la gauche. Tu travailles beaucoup la gauche, ça va t'aider si tu as quelqu'un de plus petit. Ça peut t'aider. Je schématise, je fais des raccourcis. Si tu travailles en déplacement, ça peut t'aider contre quelqu'un qui est un attaquant forcené. Si tu travailles en force, ça peut t'aider contre quelqu'un qui est justement très, très fluide et très, très mobile. Si tu travailles en force. Donc tout ça, c'est en fait plus tu travailleras des situations différentes et plus après tu développeras mieux ta self-défense contre tout. Voilà, tout simplement. Malgré je comprends pas. Garder la philosophie de l'instant présent, tout ça reste vrai. Mais bien sûr, c'est universellement vrai. Pour tous les sports d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Pardon ? Est-ce qu'on a un petit gabarit, par exemple, et qu'on se retrouve facilement avec un partenaire qui est grand et costaud. Quelquefois, on a un peu la pression, on a un petit peu dit, si je me
peut se préparer justement quand l'adversaire est beaucoup plus puissant que tu es nous, quoi. Alors que tu aies de l'appréhension, déjà deux gabarits similaires, c'est normal qu'il y ait de l'appréhension. Alors, si on n'avait pas d'imagination, on n'aurait pas peur. Et si toi, tu as en face de toi un gabarit plus imposant, tu pars avec un désavantage. On sait que, par exemple, maintenant, les femmes, on sait qu'elles sont aussi résistantes que les hommes pour tout ce qui est course de fond, par exemple, si elles sont entraînées de la même manière. Mais il y a quand même un déficit de puissance musculaire. Et ça, on peut pas le nier. Même si de plus en plus, on arrive à égaliser un peu hommes et femmes, c'est plus comme il y a 20 ans ou comme il y a 30 ans, et encore moins comme il y a 50 ans, mais il y a quand même un problème de puissance physique. Et donc, il va falloir que tu sois très performante, par exemple, dans le coup d'œil. Si tu peux être rapide et tout, c'est super. Tous les atouts que tu peux avoir de la même manière que les hommes, sauf que toi, il va falloir que tu sois encore meilleur. Par exemple, le timing, c'est-à-dire ton coup d'œil, il doit être encore meilleur que celui que quelqu'un qui éventuellement pourra avoir un bon timing. Tu vois, pour toucher au bon moment. Par exemple, Imi, moi, quand je l'ai connu, il avait 64 ans, donc il était déjà un peu âgé. Et lorsqu'il est mort à 87 ans, il est mort à 87 ans, ou 88 ans, enfin je l'ai connu 24 ans, et naturellement, je l'ai vu vieillir. Et en fait, ce qu'il y avait de remarquable chez lui, c'est que quand des fois il demandait attaque, le gars il attaquait, bon, il sortait exactement le bon mouvement comme il faut. Et c'était extraordinaire parce que c'était un vieux monsieur. Il avait des fois, il y a eu des périodes, il avait 75 ans, 78 ans. Et ça sortait tout. Imi, il a jamais donné un coup de pied de sa vie en vrai dans une bagarre. Mais là, en fait, il développait des petits coups de pied circulaires directement dans les parties génitales. Et quand il faisait ça, ça touchait tout. C'était super. Et donc, j'espère que toutes les femmes qui ont envie d'apprendre le Krav Maga et toutes les femmes, les petits gabarits et même les hommes, ils arriveront à beaucoup travailler ça de façon à l'avoir super bien. Mais voilà, il faut pas se cacher la tête dans le sable. Il y a quand même un déficit de puissance qui restera. En fait, on vient de voir là que quand on a une expérience positive, enfin quand on est à la recherche d'une expérience positive, c'est une expérience négative. Je suis dans l'espoir et je suis pas, c'est pas le super meilleur esprit. Je parle pas avant, je parle juste au moment de l'action. Mais en revanche, l'acceptation d'une expérience négative, c'est en soi une expérience positive. Est-ce que vous comprenez l'idée ? Pourquoi les sports de compétition, c'est très bon ? Je vais répondre tout de suite à la question. C'est parce que de temps en temps, on perd. Et c'est très bon d'apprendre à perdre. C'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que si on apprend à perdre, il y a des gens qui aiment pas ça, qui sont des mauvais perdants. Et c'est pas bon d'être un mauvais perdant. Parce qu'en fait, le vrai gagneur, le vrai battant, c'est celui qui se relève après une défaite. Ou c'est celui qui rate un examen, il a une déception un jour, 2 jours, une semaine, ok. Eh ben, ok, maintenant, je me suis remis de ça. On va retrousser les manches, on va s'y remettre et cette fois-ci, je vais l'avoir. Ou alors, je vais passer à autre chose. Libre à lui de se remettre de sa défaite, de se dire non, finalement, je suis pas assez motivé. Mais en fait, s'il part vers autre chose, ça sera pas pour de mauvaises raisons. Vous comprenez ? C'est parce que je dis non, finalement, franchement, le badminton, c'était mieux. Je vais pas mettre trop d'efforts là-dedans. J'ai vu que ça me plaisait pas assez pour ça. En revanche, si le gars il dit non, de toute façon, l'autre il était mauvais, c'est tous des cons, je peux pas les supporter, etc. Et donc il peut ne pas accepter cette défaite, ne jamais l'accepter. L'arbitrage n'était pas bon, etc. Ou alors l'autre il était pas réglo. Et à ce moment-là, si c'est pas vrai, c'est une très mauvaise façon de. En fait, c'est comment dire,
c'est un peu se trahir soi-même. Parce que il y a des moments, on est tous fait un peu comme ça, puis il y a des moments où on peut s'écouter mentir, vous comprenez? On refuse la vérité. Et la vérité, c'est bien de la refuser quand on est enfant. Boris Cyrulnik en parle dans ses ouvrages. Boris, un neuropsychiatre réputé, c'est lui qui a inventé le terme de la résilience. Et pour les enfants, c'est très bon des fois de se mentir. Ça fait partie de la construction, ils peuvent évacuer des choses comme ça. Mais quand on devient adulte, il faut petit à petit arriver à surmonter ça pour arriver à se mentir de moins en moins, voire plus du tout. Par exemple, je fais un combat avec mon partenaire et on se dit, je fais un combat, je prends un coup de pied plein pot dans les parties génitales et je lui rends une droite derrière. Je triche. Ah non, ok, je fais au moins un pas ou deux de côté, puisque de toute façon, si ça m'était arrivé, je serais tombé par terre. Enfin, pendant une seconde, j'aurais rien senti, 2 secondes après, je suis... Enfin, on a tous connu ça, les mecs. Hein. Donc voilà, hein, sur quoi tu dois t'appesantir fortement. Donc du coup, c'est tous ces petits trucs-là. Il faut accepter, ok, bravo. Pour ça que c'est bon de savoir perdre. Et c'est à cette seule condition que non seulement on va, nous, monter notre niveau technique, parce qu'on va comme ça apprendre à mieux se protéger contre les coups de pied dans les parties génitales, mais en plus de ça, on va s'élever un petit peu, même, j'ai pas peur du mot, même spirituellement. Ok, je triche pas. Voilà, c'est ça l'idée. C'est très difficile, hein. Très difficile. Et surtout, si c'est un combat dur, parce que si c'est un combat dur, on est enflammé, on veut pas, on veut gagner. Et si on arrive à faire la part des choses, je veux gagner, j'accepte, pourtant ça m'a pas fait mal, mais j'accepte, je fais, super. Ça fait partie d'une... Et il y a des fois, il y a des gens qui, non seulement... il y a des gens qui sont de mauvaise foi, donc ça naturellement, il faut réagir là-dessus, hein, pour les profs que vous êtes, pour certains d'entre vous. Mais il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils sont de mauvaise foi. Parce qu'ils sont tellement habitués à se mentir qu'ils se mentent en toute bonne foi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ce genre de choses sur lesquelles il faut travailler. Je dis ça, mais moi j'ai été de mauvaise foi aussi à une époque, hein, jusqu'au moment où je me suis dit, non mais attends, maintenant je suis de mauvaise foi, mais je fais semblant. Alors, dans un combat, surtout si on y a mis du cœur et que c'est par exemple pour le passage d'une ceinture et c'est normal si on ne réussit pas une ceinture, c'est normal d'être déçu, d'avoir le moral dans les chaussettes. On peut absolument pas. Il faut que ça soit comme ça d'ailleurs, hein, puisque c'est une épreuve et que cette épreuve-là nous tenait à cœur. À partir du moment où ça nous tient pas à cœur, c'est pas très grave. Donc là, on peut plus facilement accepter la défaite. Alors, gagner ou perdre, ça bouscule nos émotions. Gagner, ça bouscule, ça nous rend euphorique. Perdre, ça bouscule aussi. Et il faut faire très attention à une chose, c'est que souvent, surtout maintenant, hein, on est dans une époque très individualiste où comment dire, l'ego est poussé en avant très, très fortement. Et il faut faire très attention à nos émotions. Il faut même apprendre à se méfier de nos émotions. C'est-à-dire que quand on sait très bien, il y a des vieux dictons, c'est la sagesse populaire qui dit après une bonne nuit de sommeil, on réfléchira mieux, etc. Faut pas faire les choses à froid, etc. Et donc ça, c'est très important. On a des émotions, que ce soit dans la partie Krav Maga ou que ce soit dans quelque chose qui nous est arrivé, qui professionnellement, par exemple, ou dans notre vie privée, qui nous atteint fortement. On a une émotion, méfions-nous. Voilà, le combat peut nous apprendre à ça, la bonne pratique du Krav Maga ou d'autres sports de combat d'ailleurs, hein, doit nous permettre de nous améliorer dans ce sens-là. Les émotions négatives, il ne faut pas croire qu'elles servent à rien.
on essaye, nous, que ces émotions-là, elles deviennent, elles nous servent justement. Les émotions négatives, c'est un appel au changement. Alors qu'à partir du moment où j'ai une émotion négative, je ne veux pas rester comme ça, donc je veux changer. Et je vais tout faire pour ça. C'est-à-dire que si je suis bien orienté dans une bonne direction, eh ben, je vais m'atteler à la tâche pour que cette émotion négative disparaisse. Hein, ça va de soi, hein, je suppose. Alors, et pour ça, pour que de cette émotion négative, on arrive, nous, à nous améliorer, même spirituellement, ben, encore une fois, il faut l'accepter. Il faut accepter ce qui nous tombe dessus, parce qu'on s'en relèvera d'autant plus vite. Et l'accepter, c'est pas facile. Ce qui est difficile, c'est d'accepter souvent l'indécision. L'indécision, on vit avec des fois. Et tant qu'on n'a pas réussi à se décider, on se dit voilà, je vais vers une voie, et c'est vers cette voie-là que je vais me sentir, c'est vers cette voie-là que je vais concentrer tous mes efforts, de manière à ce que les choses s'arrangent. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai rompu avec l'indécision. Et pour rompre avec l'indécision, il a fallu accepter ce qui n'a pas été bon avant. Et souvent, vous l'avez peut-être tous constaté, enfin je suppose, mais souvent, on a décidé quelque chose, tout de suite ça va mieux. Voilà. Tout ça relié au combat, tout ça relié à la vie, je sais pas, familiale, professionnelle. Accepter la défaite, c'est pas pour autant renoncer. Hein. On en a parlé, enfin je vous en ai parlé juste avant. Il faut pas, en fait, accepter la défaite, c'est pour mieux éviter de renoncer à nous exprimer de la meilleure manière possible. Parler du passé et du futur. Donc le passé et le futur. Le passé et le futur, c'est le sens. Le présent, c'est le bonheur. Mais on ne peut pas vivre dans le bonheur. Déjà, bon, le bonheur, c'est pas je saute de joie et je suis dans la béatitude, hein, c'est pas du tout ça. Si je dois résumer ce qu'est le bonheur, c'est un état général. Et en fait, on doit être dans un état général qui n'exclut pas, on doit être dans le présent, vivre dans le présent très souvent, on ne peut pas toujours vivre dans le présent et c'est pas souhaitable. Il faut aussi un petit peu de sens, il faut aussi un peu de passé, il faut aussi un peu de futur. Donc en fait, si on veut nous épanouir en tant qu'être humain, on a besoin d'une juste combinaison de tout ça, c'est-à-dire un peu de passé, un peu de présent, un petit peu de futur. Alors, si je reviens, vous allez dire le travail du chapeau, parce qu'on passe du Krav Maga au bonheur. En fait, si vous voulez, il y a la joie. La joie, c'est une émotion. Il y a des moments et on remarquera que dans les populations pauvres, les moments de joie, les éclats de rire, etc., sont plus fréquents que dans les populations riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de ces moments-là pour à un moment donné mieux respirer, être plus décontracté, etc. Mais d'ailleurs, ce que le bonheur n'exclut pas. Maintenant, le bonheur, c'est un état général, je le disais, mais au contraire, c'est l'absence d'émotion. Ah ouais, vous allez me dire, c'est un extraterrestre. Moi aussi, quand je l'ai appris, ça m'a fait bizarre. En fait, on a envie que rien ne change. Comprenez ? C'est-à-dire que je suis bien, tout va bien dans ma vie, et j'ai envie que tout reste comme ça, tout est bien. J'aime les bonnes surprises. Bon, les mauvaises surprises, jusqu'à présent, j'arrive à passer dessus, c'est pas si important. Et puis je pense un petit peu à mon avenir, et puis je suis content d'avoir fait un trait sur certaines choses de mon passé auxquelles j'ai réfléchi et qui n'ont pas été super. Et je vis dans un état, dans un bon état d'esprit. Et pourquoi est-ce qu'on peut le relier au Krav Maga à ça ? Parce que justement, à partir du moment où je suis dans mon action, c'est-à-dire que je vais, combien d'entre nous, on a eu quelques soucis qui nous ont un petit peu pris la tête. On est arrivé au cours, on a travaillé des techniques on pense avoir commencé à enregistrer. On a fait des combats qui dominants, mais en tout cas, on a bien ressenti les choses. Et on a passé
un bon moment et on a vécu dans ce présent-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on a été là, ici, tout de suite et maintenant. Et quand on part, les problèmes, ils sont finalement parfois plus aussi importants qu'ils n'étaient à l'arrivée. Vous voyez l'idée ? Quand vous parlez des émotions, vous dites qu'il faut s'en méfier. Faut pas au contraire plutôt les accueillir pour pouvoir je dirais les digérer, les comprendre et savoir comment réagir en fonction. L'un n'empêche pas l'autre. Mais avec méfiance. Tu accueilles tes émotions, tu les vis. Encore une fois, on n'est pas des robots, heureusement qu'on en a. Mais une fois que tu les as accueillis, comme tu dis, si c'est possible de faire la part des choses. Enfin bon, j'ai pas inventé la poudre, hein. Mais ça n'empêche pas que tu peux accueillir tes émotions. Et parfois, j'espère le plus souvent possible, les savourer. Et puis après, faire la part des choses. Pour combien de fois on a dit tiens, je vais quelque part, je sais pas moi, je suis bricoleur, ce marteau m'a transporté de joie, je vais l'acheter. Et puis après on revient à la maison, on a réfléchi un petit peu, on était exalté par ce marteau qui allait nous aider à planter tous nos clous dans la maison. Et tout à coup, on s'est dit finalement c'est pas la peine parce que tu vois, je schématise vraiment, hein. Mais en fait, oui, accueille tes émotions, bien sûr, heureusement. Sinon, on serait... Comment ça s'appelle dans Wall-E, là, le film, où, le petit robot, là. Encore qu'il en avait, lui. D'accord, oui. Merci, oui. Non, c'est bon. Merci à toi. J'espère que j'ai... Il y a une autre question, là. Oui. Oui, Richard. Là, on est dans la partie au niveau contrôle, mais après au niveau chimique. Parce qu'il y a tout ce qui est apport d'adrénaline. Là, on est dans le mental, donc on peut arriver, si on est bien préparé, à effectivement partir dans des bonnes orientations. Mais au niveau chimique, le chimique, on sait tous que il n'y a pas de contrôle dans le chimique. C'est quelque chose qui vient du cerveau. Alors, détrompe-toi, il y a un très bon contrôle dans le chimique. Si par exemple, on a très peur de quelque chose, on va se mettre à transpirer, donc on somatise. J'ai peur de quelque chose, il fait froid, je transpire. Donc effectivement, là, tu peux te dire que tu n'as aucun contrôle, mais tu peux parfaitement t'entraîner à contrôler tes émotions et t'entraîner à toi bien te canaliser, tu t'entraînes au courage et tout ça, ça va permettre à la chimie de ton corps de ne pas réagir de la même manière. Ça, c'est un entraînement. Donc, cet entraînement-là, c'est comme les mémoires, c'est comme les muscles. Il existe, il est là. Donc, moi, je te dis que tu peux t'entraîner à ça. Ok, merci. Par rapport au conditionnement physique et mental, moi, je pratique à moindre échelle un petit exercice de la douche froide, où en fait, justement, par rapport au conditionnement mental, cet exercice-là permet justement de se conditionner à quelque chose qui va nous arriver, qui va pas être dur parce qu'on sait ce qui va arriver, on va le subir et en fait c'est quelque chose qui va pouvoir travailler sur l'évolution mentale, sur un événement à gérer par rapport à une condition de stress particulière. Alors si tu t'entraînes aux douches froides, tu seras très bien entraîné aux douches froides. Mais justement le principe c'est que ça va développer en fait dans le cerveau un système d'endorphine qui va faire en fait que en fait ça conditionne le côté mental à quelque chose qui peut nous arriver. Non. Pardon, je suis radical. C'est pour ça que je suis connu. Moi, ça a été efficace pour moi en l'occurrence, ça m'a permis de dépasser certains états de stress. Je suis connu pour pas être diplomate, c'est pas vrai. C'est pas grave. Voilà, c'est un cheminement de pensée qui est cohérent. Et on pourrait se poser la question aussi. Mais moi, je suis sûr de moi. Tu peux dire, tu es conditionné pour l'eau froide. Par contre, si tu reçois un gros coup de coude dans la tête dans la rue maintenant en sortant, ça va pas t'aider la douche froide. C'est une autre forme de préparation mentale. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Après, ça se discute. Heureusement, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis que moi. Merci. Et du coup, oui, j'avais une question qui était un peu corollaire à ça. C'était les limites du conditionnement. Notamment, tu as été militaire, donc ça te parlera peut-être.
et notamment par rapport au phénomène de stress post-traumatique, où en fait, pourtant, bien qu'il y ait une préparation psychologique des militaires, ils sont quand même exposés à ce facteur-là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, malgré la préparation, il y a des événements auxquels on ne peut pas se préparer et finalement on subit quand même, enfin voilà, en l'occurrence les stress post-traumatiques, quoi. Alors oui, très juste. Alors effectivement, il y a des limites à tout. Et puis on ne part pas avec le même niveau. C'est-à-dire que on part pas avec le même niveau de courage. On n'a pas la même taille, on n'a pas le même poids, on n'a pas là ici non plus le même âge. Donc là encore, il faut accepter ça. Après, quand tu es traumatisé, comment accepter? Tu es traumatisé. Maintenant, c'est Boris Cyrulnik qui en parlait dans un de ses ouvrages. Lui, il disait que, par exemple, c'est ce qui, si on reprend les films des Rambo, en fait, au départ, il parlait. Le premier Rambo, c'est vraiment le seul qui était vraiment bien fait, qui racontait les traumatismes d'une époque. Donc lui, il revient de la guerre du Vietnam, et c'est en gros, il est loser, et il est considéré comme un loser par tous les Américains. D'ailleurs, c'est génial parce que grâce à ce film, sans sûrement le vouloir, il a redonné le moral à tous ces anciens du Vietnam et à l'Amérique tout entière. Pourquoi? Parce que, alors, il y a beaucoup de gens qui sont revenus du Vietnam traumatisés. Pourquoi? Ils ont été blessés, pas blessés, ils ont vu des morts, des gens déchiquetés, etc. Ils sont revenus, ils ont été traumatisés. Quand ils sont revenus chez eux, ils ont vu le visage défait de toute l'Amérique et le peu de considération qu'ils avaient par donc les Américains du Nord. Et en revanche, quelques années plus tard, il y a eu la guerre du Liban en 82, donc 9 ans plus tard. Et il y a eu des estropiés au Liban, bien sûr, comme dans toutes les guerres. Toutes les guerres sont des sales guerres. Et les Libanais, eux, il y a eu très peu de traumatisés. Il y en a eu, mais il y en a eu très peu. Et en fait, Boris Cyrulnik a recherché les raisons qui ont fait qu'en pourcentage, ils étaient beaucoup moins nombreux que les Américains à être traumatisés et à avoir des séquelles psychologiques graves de ce qu'ils ont vécu. C'est parce que chez eux, ils étaient considérés comme des héros. Alors que chez les Américains, en bref, pour qu'il y ait un traumatisme, pour qu'on y ait traumatisme, il faut le regard de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il faut le choc psychologique, physique et donc psychologique. Et il faut, avant qu'il y ait le regard de l'autre, il faut qu'il y ait le regard de soi sur nous-mêmes, sur soi. Vous comprenez? J'ai été blessé physiquement, j'ai le choc, quel regard j'ai sur moi? Et ce regard que j'aurai sur moi, il sera d'autant plus grand, il sera d'autant plus dirigé que ce sera le regard des autres qui me regarderont. Vous voyez? C'est ça qui va faire un traumatisme le plus souvent. Là, je fais une petite aparté. Il y a des gens qui ont la gagne dans le sang. Le gars, il est compétiteur dans l'âme et il veut gagner. Et souvent, c'est ceux-là qu'on retrouve champion quelque part. Marathon, boxe pied-point, MMA, etc. Super. Mais à partir du moment où il a cette obsession de gagner tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est pas bien non plus de vouloir tout le temps gagner. Il y a un problème. C'est-à-dire que si le gars il va pas au combat pendant 1 an, il est pas bien et il embête tout le monde autour de lui. Donc, si par exemple il veut se débarrasser de ça, il va voir un psy qui lui enlève ses problèmes, qui font ces problèmes qu'il veut toujours être numéro 1. Il est probable qu'à un moment donné, lui, il soit plus tranquille, plus décontracté, qu'il commence à perdre. Parce qu'il n'aura plus ce besoin forcené de gagner. Donc à partir du moment où il est dans cet état d'esprit, il faut qu'il arrête les compétitions. Ça marche pas, ça marche pas pour la survie. Hein. Si on est agressé, là, ça y est, on se remet tout à bloc dedans. En tout cas, je l'espère. Ah, très, très important. Nous, on a tous
Vous voyez, avant un combat, il y a beaucoup de trash talking, ouais, je vais le tuer, tout ça. De toute façon, il n'est pas à mon niveau, j'y vais les mains dans le dos, etc. Et c'est pareil dans nos affaires, dans notre, on avance des fois avec des certitudes, et des fois, nous qui sommes en face, on peut se laisser impressionner par ces certitudes. Il faut, et moi quand je l'ai compris, ça m'a, moi j'ai bien aimé avoir compris ça. C'est quand en fait, il faut se consoler parce que personne ne sait ce qu'il fait. Personne ne sait ce qu'il fait. On est tous dans l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on va réagir à nos pulsions. Comment j'avais écrit ça? On parie sur notre meilleure intuition. Et notre meilleure intuition, elle n'est pas toujours bonne. Donc c'est pas. Et encore une fois, s'il s'agit d'un combat, il faut accepter que qu'il y ait une incertitude au bout du combat. En revanche, ça ne doit pas nous empêcher d'être complètement mobilisés pour le combat, sinon c'est pas la peine d'y aller. Donc là, il faut avoir la décision. Voilà. Je parlais de l'intuition. C'est quoi l'intuition? Allez-y, donnez-moi des définitions. C'est quoi l'intuition, d'après vous? Un a priori. Un a priori. D'autres réponses? Un ressenti, oui. Hein? Oui. Une décision, pas forcément. Une intuition, c'est pas forcément une décision. C'est pas forcément une décision, mais c'est instinctif, oui. Oui. Expérience? Non. Pardon? Sixième sens, oui, mais quel sixième sens? Ouais, mais pardon? Ça, c'est la prémonition. C'est un peu différent. Ça se touche, mais oui. Une interprétation, en quelque sorte. Il y a quelque chose là-dedans. En fait, l'intuition, c'est pas de la magie. L'intuition, c'est, vous savez, il y a des choses. Quand quelqu'un nous parle, il dit des mots, on les comprend. Ils sont cohérents, on est d'accord, pas d'accord, mais il y a beaucoup de, il y a un langage non verbal qui est soit décrypté analytiquement, c'est-à-dire que nous on peut remarquer des choses de façon analytique, par exemple une poignée de main molle ou alors un regard fuyant, et à ce moment-là on est encore dans l'analytique. Mais il se peut très bien que on remarque pas ça. Pourtant il a la main, poignée de main molle, regard fuyant, il y avait un truc là, ici, ça va pas. Et on n'y fait pas attention parce qu'on écoute ces mots, mais si on n'y fait pas attention, nous, consciemment, notre inconscient, lui, le capte. L'intuition, c'est ça. Donc, et en fait, lorsque il y a eu un reportage, il y a des années, sur un boxeur asiatique qui était très bon, et on avait l'impression qu'il voyait les coups venir. Le gars, tac, 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 tac. Il était jamais là où le coup arrivait. C'était chiant pour l'autre. Moi, j'aimais bien. Et en fait, ce qui se passait, c'est que on s'est dit, mais comment il fait? Et on lui a demandé, et lui, il dit, je sais pas. Et c'est vrai, il savait pas. En fait, il savait pas comment il arrivait à percevoir ce coup juste avant ou au moment de son déclenchement. Il était intouchable. Et en fait, les scientifiques l'ont analysé. Ils ont mis des capteurs partout et tout. Et ils ont trouvé. En fait, lui, vous savez, quand on fait un combat, on a un regard global. C'est-à-dire qu'on regarde pas juste les yeux du gars, on regarde un petit peu plus comme ça, puis on essaie d'avoir un regard global qui nous permettra de capter un maximum de choses. Et lui, naturellement, il l'avait. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils voyaient le mouvement de la cheville, même pas les pieds, parce que les pieds, ils partent pas avant. Le mouvement de la cheville, sans que lui s'en rende compte, se déclenchait au moment, et il savait si c'était un crochet indirect ou un uppercut. Et il savait où c'était donné au corps. Et en fait, ça c'est l'intuition. Pourquoi? Parce que lui n'était pas conscient
de cette perception, c'était pas son analyse. Alors, les Asiatiques, enfin, dans la culture japonaise, je sais pas maintenant, hein, mais je sais que jusqu'au moins dans les années 80, ils étaient très branchés intuition. Donc, c'était dans leur éducation. D'ailleurs, au Japon, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses dissimulées, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit deviner, ce qui est propice à l'intuition. Et en fait, c'est toute une éducation qui ne ressemble pas à celle qu'on a dans notre monde occidental. Si je dis quelque chose à la louche, à un pourcentage à la louche, je vais dire, peut-être il y avait 70% d'analytiques chez les Japonais et 30% d'intuitifs. Et nous, on avait 90% d'analytiques et 10% d'intuitifs. Et je vais vous raconter une histoire. Il était une fois. Alors, en fait, c'est une histoire vraie, hein, ce que je vous raconte. C'est un homme d'affaires qui a raconté cette histoire. Ça m'a fait mourir de rire. Il est parti au Japon, il voulait vendre des verrous, le gars. Et il avait une société blindée et il se disait, le Japon, c'est un bon marché, ils ont besoin de mes verrous. Il est allé là-bas, il a rencontré l'homme le plus propice à ça, et un homme d'affaires très important qui pouvait donc acheter ses verrous. Et quand ils se sont salués, les salam alek d'usage et tout ça, et le gars, il a embrayé sur ses verrous tout de suite. Il a commencé à faire pendant une... Et le type, il a été froid, le japonais, il a été froid pendant 2 jours. Après, il l'a raccompagné poliment à l'avion, il a dit au revoir, merci. L'autre, ses verrous, il les a pas vendus. Et ce gars-là, c'était, je sais parce que c'était un pratiquant d'arts martiaux. Et il s'est plongé un peu plus loin dans la culture japonaise. Et il s'est rendu compte de ça. En fait, tout ce qui enrobait le discours pratique, aller directement au fait et tout, c'était pas ce qui était le plus important. Le plus important, c'était quel sentiment pouvait avoir ce Japonais à l'égard de cet industriel. Et en fait, donc lui, il est allé, il a continué sa pratique des arts martiaux, il était plus loin, etc. Et il a eu une deuxième opportunité de rencontrer cette personne. Et quand il est allé au Japon, quand il est retourné au Japon, qu'il a vu cette personne, pendant 2 jours, ils ont parlé que des jardins japonais, de la culture japonaise, de la différence avec les jardins français, etc. Et ça a été une entente de plus en plus cordiale et l'industriel japonais se détendait de plus en plus. Et au moment de le raccompagner à l'avion, il serre la main, il dit « Au fait, pour les verrous, c'est d'accord ». Naturellement, je raccourcis un peu parce qu'ils en ont un tout petit peu parlé avant. Mais c'est pour vous dire l'importance de l'intuition chez ces gens-là. Et nous, avec le Krav Maga, quand c'est bien pratiqué, on développe l'intuition. Voilà, ne serait-ce que dans les combats ou ne serait-ce que dans, je sais pas, défense contre ou pourquoi ? Parce qu'on fait appel à autre chose que l'intelligence. Par exemple, l'intelligence c'est important, mais moi franchement, je trouve que c'est pas le plus important. Si ça avait été le plus important, d'ailleurs au Moyen Âge, l'intelligence c'était une affaire de femmes. Vous vous rendez compte un petit peu à quel point, d'ailleurs, au Moyen-Âge, les femmes étaient plus considérées que dans beaucoup d'autres époques. Mais c'était une affaire de femmes. Les hommes, ils n'avaient pas tellement besoin d'être intelligents. C'est rigolo. Vous savez, par exemple, un athlète une autre petite anecdote. Il y a un athlète jamaïcain, je crois, qui s'appelle Asafa Powell, qui, en salle, à l'entraînement, a été longtemps numéro 1 mondial en sprint. Et puis, je me rappelle plus de l'autre, je me rappelle plus du nom de l'autre, mais à chaque fois qu'il y avait une grande compétition, un championnat du monde, par exemple, ou un championnat des Olympiades, il arrivait 2e. Et en fait, lui, il se disait, je veux courir vite. Mais en se disant, je veux courir vite, il courait moins vite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre cerveau qui commande notre vitesse. C'est notre moelle épinière. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il n'était pas dans le présent, il était je veux gagner. Je veux gagner, c'est
allez, c'est 1 heure avant, mais c'est pas sur le moment. Sur le moment, c'est je suis dans l'état d'esprit optimum, je suis là, je suis présent, je rassemble ma présence, je me concentre, je fais le vide, je suis comme je suis pas je réfléchis pas. Et d'ailleurs, dans un combat, vous voyez bien, on réfléchit pas. Donc il perdait, enfin, il arrivait deuxième, c'est pas mal quand même. Hein. Les personnes brillantes dans un domaine ne le sont pas parce qu'elles se croient exceptionnelles. Au contraire, elles deviennent exceptionnelles parce qu'elles sont obsédées par l'amélioration. Quand vous voyez Zidane ou quand vous voyez Mbappé, ça en chier. Hein. Ils sont pas nés. Ils sont nés, oui. Zidane, il faisait du foot avant de savoir marcher. Mbappé certainement aussi. Mais il faut voir les entraînements qui se tapent. Hein. Donc en fait, si pour revenir à ce qui nous concerne particulièrement, le plus intéressant pour nous, c'est de répéter à l'infini les mêmes mouvements. C'est-à-dire que si je vais dans un stage, moi j'ai connu ça au début, hein, au début quand j'ai commencé à animer des stages de Krav Maga, je voyais des gars, ils venaient avec des ceintures roses bonbons, des trucs noirs avec 15 barrettes, etc. dans mes stages. Les gars, ils faisaient un stage de penchak, un stage de chez moi, un stage d'autre chose, un stage de karaté, ils faisaient tout. Et en fait, à chaque fois, ils faisaient des choses différentes et c'était pathétique, hein. Et comme je suis, comment dire, il est de notoriété publique que je suis très diplomate, je leur disais, vous faites ce que vous faites, c'est pas bien, ça va pas vous améliorer. Et donc j'ai perdu beaucoup de monde comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à suivre comme ça des voies sans je sais pas, peut-être qu'ils ont juste besoin d'être en groupe. Et à ce moment-là, si c'est juste ce besoin-là, ben c'est pas grave. Si je veux m'améliorer, moi je le dis souvent maintenant, vous voyez, notre programme, il est très complet. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Apprenez tout. Il faut tout apprendre parce que vous allez enseigner à vos élèves tout ce qu'il y a. Mais ce que vous allez prendre pour vous ne sera pas forcément ce qu'ils vont prendre pour eux. Dans un combat, par exemple, peut-être que si moi j'ai une bonne gauche, mon élève, il aura une bonne droite, donc j'enseigne la droite aussi. Vous comprenez ? Peut-être qu'au sol, je préférerais faire quelque chose et mon élève... C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne tout, parce que il y a beaucoup d'entre vous qui sont profs ou qui se destinent à le devenir, et donc c'est très bien de... En même temps, c'est amusant de tout apprendre. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, si après vous connaissez juste 5, 6 techniques et que vous continuez à travailler tout, peut-être qu'à un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous enrichissez d'1 ou 2 techniques supplémentaires. Mais 25 techniques à peu près, c'est pas terrible. Par contre, 5, 6 techniques très bien faites, il y a des champions du monde comme ça. Par exemple, vous étiez pas né pour beaucoup d'entre vous, mais un gars qui s'appelle, j'espère qu'il est toujours vivant, Jean-Yves Thériault, qui est un Canadien qui faisait du full contact. Il donnait gauche-droite en direct, coup de pied en direct gauche-droite, et il était champion du monde. Il savait pas faire grand-chose d'autre. Il y a des judokas qui ont été de très grands judokas, qui connaissent 2 techniques à fond, qu'ils ont passées, qui sont devenus... Moi, j'avais fait même... j'avais quelqu'un qui m'avait montré une souplesse. J'avais fait les championnats de Wingate à l'université quand j'ai étudié pour être prof de gym. Et j'ai fait 6 combats et j'ai passé la souplesse les 6 fois. Et je connaissais, je suis un mulet je suis nul en lutte en fait. Mais voilà, j'avais travaillé que ça. Et donc, quand on voit le gars qui a un spécial, le spécial qui maîtrise ça, il le fait mieux que le prof au bout d'un moment. Donc voilà, il faut. C'est pour ça que je dis, soyez dans l'intention, soyons tous, moi encore, dans l'intention, parce que si on veut s'améliorer dans la technique et être bon, il faut bien savoir faire le mouvement plutôt que le savoir à moitié ou pas terrible. Si un prof quelconque vous dit non, faut pas aller là-bas, qui sommes-nous pour interdire aux gens d'aller voir les autres sports de combat ? Naturellement qu'ils peuvent. Et si ça les amuse, qu'ils ont envie d'approfondir leurs connaissances dans les autres disciplines, c'est très bien. Garder un lien, pourquoi pas ? Il y a pas de mal à ça. En revanche, ce qui
ce qui peut être... en fait, le Krav Maga, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que des fois, on se dit on est libre, et quand on est libre, ben on l'est pas. Vous voyez, c'est comme les réseaux sociaux. On se dit ben, n'importe qui peut prendre la parole, du coup même les gens qui peuvent pas la prendre, ils la prennent. Ils devraient pas. C'est-à-dire qu'avant, on écoutait des gens qui connaissaient, maintenant on écoute n'importe qui nous sort sa sauce. C'est l'arme à double tranchant des réseaux sociaux, qui par ailleurs pourraient être très bien et des fois sont très bien. Donc nous, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai vu moi quelques profs qui tout à coup, ils déviaient vers la boxe et ils se disaient, moi je vais... Mais on travaille pas comme des boxeurs. On a une partie boxe très importante, mais si nous on habitue nos mouvements à la boxe, on va finir par se casser les mains, par exemple. Parce que à un moment donné, quand il y a un trou, on enchaîne 3-4 coups d'affilée et un coup de pied, et 3-4 coups d'affilée, ça va peut-être nous donner 2 fractures. Parce qu'on peut pas enchaîner sans les gants comme on enchaîne avec les gants. Parce qu'avec les gants, on est protégé. Par exemple, mais il n'y a pas que ça. Le crochet, il est souvent donné comme ça. S'il est donné comme ça et qu'on frappe avec ça, adieu la main. Et là, on n'a plus cette main-là pour nous protéger. Donc voilà, il faut faire. Le jiu-jitsu brésilien, quand c'est arrivé, d'ailleurs j'en ai fait 2 ans moi avec celui qui a importé le jiu-jitsu en France. J'ai adoré cette discipline et j'ai arrêté seulement quand j'ai déménagé en Picardie, où là il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas à côté. Et j'ai adoré cette discipline, mais clairement pour la self-défense, c'est pas du tout bon. Je passe 5 minutes pour essayer de passer une clé. Pendant ce temps-là, l'autre, il me mord à la carotide ou alors il m'enfonce un doigt dans l'œil. Donc voilà. Et nous, on a, avec ce qu'a mis au point Steve, on a une façon de développer notre aptitude au combat. Si on le fait, qu'est-ce qu'ils font par exemple en boxe pied-point? Ils font parade, gauche-droite, coup de pied, 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 esquive, pop, autre coup de pied, gauche ou droite. Et donc, c'est ça qu'on doit faire, nous. Mais on doit le faire à la sauce Krav Maga si on a envie de faire du Krav Maga. En revanche, si je me plais à la boxe, si je me plais au jiu-jitsu brésilien, j'y vais. Parce que ce sont des magnifiques disciplines. Voilà. J'ai d'autres sujets, mais on les abordera peut-être plus tard. Oui. Ça vient, c'est après. Il y a explication. Ensuite... Oui, la question de Manel, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on prend le risque aussi d'en faire plus que le Krav dans une optique de self-défense, il veut dire, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, là où il va en venir, c'est que ça peut peut-être perturber ton Krav Maga. Non, à partir du moment, pas du tout. À partir du moment où on garde à l'esprit ce qui nous intéresse pour le Krav Maga. C'est avoir le sens critique de la chose, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais pour cela, il faut avoir suffisamment compris le Krav Maga. Il faut l'avoir compris. Voilà, moi je suis content d'avoir pu vous dire quand même que les autres salles de défense n'étaient pas terribles, même si c'était fort beau. Ouais, c'était. Non, je vous dis ça parce que si vous voyez par exemple, on parle du Penchak Silat et tout. En fait, tout ça c'est aussi pour mieux comprendre le Krav Maga, dans quelle direction on va. Par exemple, le Penchak, c'est quoi? Le Penchak, c'est un Kung Fu. Enfin, ce sont des Kung Fu, parce qu'il y en a plusieurs. En Indonésie ou en Malaisie, il y avait plein de jungles et tout ça, avec des petits groupes qui étaient séparés les uns des autres et qui se voyaient très peu ou qui se voyaient de temps en temps, mais pas tous les jours. Et donc, chacun a développé sa méthode, ils se sont inspirés de l'autre, après ça a un peu changé, etc. Et c'est des Kung Fu parce que c'est inspiré des animaux. Mais j'ai beau vous regarder, je vois personne parmi vous qui ressemble à une grue. Il n'y en a pas un qui ressemble à un tigre. Il n'y en a pas un autre. Je vois pas d'hippopotame nain. Et donc, nous, on n'est pas du tout fait pour fonctionner comme des animaux. On est fait pour fonctionner comme des êtres humains.
Donc se mettre accroupi dans une rizière avec des mains en forme de tigre, ça va pas marcher. Ça va, à la limite, ça peut impressionner quelqu'un qui connaît rien, mais après moi-même j'étais impressionné quand je suis revenu en France. Quand je suis revenu en France, en fait c'est là que petit à petit je me suis dit putain, Krav Maga c'est vachement bien, parce que moi j'avais en tête les films de kung-fu, etc. Je croyais vraiment que c'était la panacée, et puis j'ai vu que tout ça c'était du mytho. Donc et là pareil, hein, on est dans une tricherie même comment dire, voulue. Et des fois les gens ils se donnent une espèce de bien-être factice à faire des choses comme des mises en situation. Les mises en situation, c'est très bien. Il faut pas y renoncer, il faut en faire beaucoup même, mais il faut pas s'égarer, parce que un moment il y a des mises en situation, ça ressemble à, enfin moi tout ce que j'ai vu là, des fois ça m'a fait un peu pleurer, mais je me suis ressaisi. Voilà. Donc bon, j'avais parlé il y a des profs ici, les profs, levez les mains. Très haut. Ok, on reparlera. J'ai parlé à Deauville de l'ego, mais là j'en parlerai pas parce que on a fait un grand tour quand même. Je vais juste faire un petit tour sur la modestie et l'humilité, parce que ça nous touche tout ça. Alors la modestie, je m'adresse aux profs. La modestie, c'est une espèce de convention sociale. Moi, je vous avoue que je suis pas un adepte forcé de la modestie. Je me considère pas comme étant modeste. L'humilité, c'est un peu différent. Je me considère pas comme humble non plus, parce que ça serait comment dire, me penser à un niveau trop haut. Mais en fait, être humble, c'est différent. On sait ce qu'on vaut, on connaît nos capacités, on les reconnaît, mais on sait que finalement, on n'est pas meilleur que les autres. On a enfin compris qu'on n'était pas meilleur que les autres. Parce que si, par exemple, nous, profs de Krav Maga, on connaît bien le Krav Maga, peut-être que celui-là qui a l'air neuneux parce qu'il ne sait pas mettre un pied devant l'autre, de temps en temps tombe, c'est rare mais ça nous arrive, si ça se trouve c'est un génie en informatique, ou alors il parle 7 langues couramment, ou alors il a des domaines où nous on ne lui arrive pas à la cheville. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit, parce que ça nous empêchera peut-être de gonfler notre melon quand tout le monde nous dira vous êtes bon. C'est très très important de penser à ça quotidiennement, à chaque fois en tout cas qu'on va faire un cours ou qu'on anime un stage. Est-ce que vous avez des dernières questions pour ça? Oui. Oui. Donc ça c'est bien, mais lorsqu'on prend sa décision, comment est-ce qu'on sait que c'est celle-ci qu'on doit prendre, entre guillemets? On sait toujours que si elle est bonne ou mauvaise après qu'on a fait, mais sur le moment, quand on est en combat ou même dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que le choix qu'on fait, il est pertinent? On peut se tromper, on le sait pas. On prend une décision, on espère que c'est la bonne. Ce que je disais, tout le monde parie sur son intuition du moment. Mais en fait, on ne sait pas, personne ne sait. Voilà, qui aurait cru, est-ce que Elon Musk aurait cru qu'il serait devenu la première fortune du monde quand il avait 12 ans? Il a pris des décisions qui sont avérées être bonnes, etc. Mais il aurait pu très bien déposer de bilan. Et d'autres, malheureusement, ont toute l'intelligence du monde et ne sont pas arrivés parce qu'il y a aussi un facteur chance qui intervient. Il y a le bon moment pour le faire, et puis le bon moment, on le choisit pas. Ça se trouve, c'est le bon moment. Ça se trouve, c'est pas le bon moment. Donc, il faut prendre une décision à un moment donné, parce que si on est dans l'indécision tout le temps, on est sûr qu'on va se planter. Et si on prend une décision, peut-être qu'on va pas se planter. Voilà. Donc désolé, c'est pas une très belle réponse, mais bon, je peux pas te dire mieux. On a fini. On a fini. Écoutez, juste pour vous dire que je pensais, vu que ça, en fait,
on en a parlé, mais je pensais vraiment avoir 3 pelés intendus. Et là, avec iTouch, on a été agréablement surpris de voir qu'il y avait tout ce monde-là. C'était vraiment très très sympa. Voilà, moi, toutes ces petites réflexions me tiennent vraiment à cœur parce que le Krav Maga, dans son essence, il peut pas se passer de ces réflexions, à mon avis. Voilà. Et puis que j'ai eu la chance d'avoir Imi qui m'a tout donné, hein, il m'a tout apporté. Tout ce que j'ai eu de bien dans ma vie, pratiquement, je l'ai eu grâce à lui. Et donc, je serais content que en fait, ça rejaillisse un petit peu sur vous, tout ça, par Imi, parce que tout ça, même si après, bon, il y a forcément des réflexions personnelles, des lectures, etc. Mais si lui, il n'avait pas été là, nous, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Donc, je suis très très content que vous soyez venus si nombreux pour assister à tout ça. Merci beaucoup.